Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le couloir de la mort de Redwood State Prison, en Caroline du Sud, semblait hors du temps. Une lumière jaune et crue tombait du plafond, dessinant des ombres longues sur le sol fissuré. Chaque pas d'un gardien résonnait comme un compte à rebours. Ici, l'air lui-même portait le poids des fins annoncées. Au fond du couloir, derrière des barreaux épais, Angela Brooks, 32 ans, femme noire au visage marqué par la fatigue mais au regard étrangement paisible, était assise sur une couchette de métal. Ses poignets portaient encore les marques rouges des menottes. Elle portait une simple combinaison grise, trop large, qui semblait vouloir effacer toute trace de qui elle avait été. Demain à l'aube, Angela Brooks serait exécutée sur la chaise électrique. Elle avait été condamnée pour le meurtre de Margaret Hill, une riche veuve blanche, figure respectée de Charleston Heights. Angela était sa gouvernante depuis 6 ans. Elle avait nourri sa maison, lavé ses sols, bercé ses silences. Le soir où Margaret Hill avait été retrouvée morte, une lettre anonyme avait accusé Angela. La police n'avait pas cherché plus loin. Le procès avait duré 4 jours. 4 jours pour juger une vie entière. Aucune preuve ADN. Aucune caméra. Seulement un témoignage fragile, celui du voisin Robert Klein, qui affirmait avoir vu une silhouette noire quitter la maison sous la pluie. Angela n'avait pas eu les moyens d'un grand avocat. Son défenseur commis d'office, Daniel Whitmore, était jeune, débordé, et visiblement terrifié par l'hostilité de la salle. Le jury, entièrement blanc, n'avait pas posé beaucoup de questions. Quand le verdict était tombé coupable, Angela n'avait pas crié. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement baissé la tête. Dans sa cellule, cette nuit-là, Angela pensait à sa mère, Evelyn Brooks, morte trop tôt d'un cancer non soigné. Elle pensait à son père, ouvrier, brisé par des années d'injustice silencieuse. Elle pensait surtout à son fils, Caleb, 8 ans, placé en famille d'accueil depuis son arrestation. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle faisait réellement ce soir-là. Personne ne lui avait demandé pourquoi ses vêtements étaient propres quand elle avait été arrêtée sous une pluie battante. Personne n'avait voulu entendre sa voix. À minuit, un aumônier, révérend Thomas Hale, s'arrêta devant sa cellule. « Avez-vous une dernière prière à faire » demanda-t-il doucement. Angela leva les yeux. « J'ai déjà prié » répondit-elle calmement. « Mais demain, ce ne sont pas mes prières qui compteront. »« Que voulez-vous dire ?» Elle se leva lentement et s'approcha des barreaux. Ses yeux brillaient d'une certitude troublante. « Demain, quand on me demandera mes dernières paroles, je dirai une seule phrase. » Le révérend fronça les sourcils. « Laquelle ?» Angela inspira profondément. La vérité que personne n'a voulu entendre. Un gardien, Mark Reynolds, qui passait à ce moment-là, s'arrêta net. « La vérité ne change rien ici » lança-t-il froidement. « La chaise est déjà prête. » Angela le fixa sans colère. « Vous vous trompez » dit-elle doucement. « Parce que quand je parlerai, quelqu'un, quelque part, se souviendra. » Le silence retomba dans le couloir. Au loin, la chaise électrique bourdonnait faiblement, comme une bête impatiente. Personne ne le savait encore, mais les dernières paroles d'Angela Brooks allaient faire trembler la prison, le tribunal, et bien au-delà. L'aube se leva sur Redwood State Prison sans douceur. Un ciel gris, lourd, semblait peser sur les murs de béton, comme si même le jour refusait d'assister à ce qui allait se passer. À 5h42, la cellule d'Angela Brooks s'ouvrit dans un grincement métallique. Le gardien Mark Reynolds entra, accompagné de 2 autres hommes. Aucun ne la regardait vraiment. « C'est l'heure » dit Reynolds d'une voix neutre. Angela se leva sans trembler. Elle avait passé la nuit assise, les yeux ouverts, à répéter mentalement une phrase. Une seule. Chaque mot avait un poids. Chaque silence aussi. On lui attacha les poignets et les chevilles. Les chaînes étaient froides, lourdes, définitives. Pourtant, son visage restait calme. Dans le couloir, d'autres détenus murmuraient des prières, certains pleuraient, d'autres frappaient les murs. Angela, elle, avançait en silence.
La salle d'exécution était petite, écrasante. Au centre trônait la chaise électrique, en bois sombre, parcourue de sangles de cuir usé. Elle semblait attendre depuis des décennies. Derrière la vitre, les témoins prenaient place. Il y avait Daniel Whitmore, son ancien avocat, le visage ravagé par la honte. Il y avait Evelyn Carter, la journaliste qui avait couvert le procès sans jamais douter du verdict. Il y avait aussi Caleb Brooks, son fils, assis entre deux assistants sociaux, trop jeune pour comprendre pourquoi sa mère portait des chaînes. Angela posa les yeux sur lui. Ce fut la seule fois où son calme se fissura. On l'aida à s'asseoir. Les sangles furent serrées sur sa poitrine, ses bras, ses jambes. Un gardien fixa l'éponge humide sur son crâne rasé. Le prêtre murmura une prière qu'Angela n'écoutait plus. Le directeur de la prison, Harold Jenkins, s'approcha avec un dossier. Angela Brooks, avez-vous une dernière déclaration avant l'exécution de votre sentence? La salle entière retint son souffle. Angela leva lentement la tête. Ses yeux balayèrent la vitre, puis s'arrêtèrent sur son fils. Sa voix, quand elle parla, était claire. Étrangement ferme. Oui. Un murmure parcourut la pièce. Elle inspira profondément, puis prononça lentement. Je n'ai pas tué Margaret Hill. Mais celui qui l'a fait est assis ici, en train de m'écouter. Le silence qui suivit fut brutal. Le directeur fronça les sourcils. Madame Brooks, ce n'est pas le moment pour... Robert Klein. Le nom tomba comme un coup de tonnerre. Derrière la vitre, le voisin qui avait témoigné au procès blêmit. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. C'est faux, cria-t-il. Elle ment. Angela continua, sans hausser la voix. Regardez ses mains. Elles tremblent comme cette nuit-là. Parce que Margaret l'a reconnue, et qu'il l'a frappée. La journaliste Evelyn Carter se leva à son tour, le cœur battant. Daniel Whitmore sentit son estomac se nouer. Directeur Jenkins, murmura un assistant. On devrait suspendre. Assez. Coupa Jenkins. Ce sont les paroles d'une femme désespérée. Angela tourna légèrement la tête vers la vitre. Si vous m'exécutez maintenant, vous tuerez une innocente. Mais surtout, vous laisserez un meurtrier libre. Le bouton d'activation restait à quelques mètres. Le temps semblait suspendu. Et pour la première fois depuis des années, la certitude du système vacilla. Le directeur Harold Jenkins fixa Angela Brooks pendant de longues secondes. Dans toute sa carrière, il avait vu des condamnés pleurer, hurler, supplier, mentir. Mais jamais parler avec une telle certitude. Procédez, ordonna-t-il finalement, la voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Le gardien s'approcha du panneau électrique. À cet instant précis, Caleb se leva derrière la vitre. « Maman !» cria-t-il, la voix brisée. Angela ferma les yeux. Une larme coula enfin sur sa joue. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Robert Klein recula lentement, comme s'il cherchait une sortie invisible. Ses mains tremblaient violemment. La journaliste Evelyn Carter, qui observait la scène avec attention, remarqua un détail qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une cicatrice récente, fine et rouge, traversant le poignet de Klein. Son souffle se coupa. Elle se souvenait soudain d'un passage ignoré du rapport d'autopsie. Margaret Hill présentait des marques de défense sous les ongles, et une entaille à l'avant-bras de l'agresseur. « Attendez » s'écria Evelyn en frappant la vitre. « Arrêtez !» Jenkins se retourna, furieux. « Madame, vous n'avez pas le droit. »« Regardez ses mains !» cria-t-elle. « Regardez la cicatrice. » Un murmure de panique parcourut la salle. Daniel Whitmore se leva d'un bond, le visage livide. « Mon Dieu !» murmura-t-il. C'était dans le dossier. Le directeur hésita. Angela ouvrit les yeux. « Margaret s'est défendue » dit-elle doucement. Elle lui a griffé le bras quand il l'a poussé contre la table. Robert Klein hurla. « Taisez-vous !» Il tenta de fuir, mais deux gardiens le plaquèrent au sol. « Ce n'est pas possible » répétait-il. « Vous ne pouvez pas me faire ça. » Jenkins leva la main. « Coupez le courant. »
Le gardien hésita une fraction de seconde, puis abaissa l'interrupteur général. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Angela Brox venait d'être sauvée à quelques secondes de la mort. Libérez-la, ordonna Jenkins. Temporairement. Les sangles furent desserrées. Angela chancela en se levant, ses jambes engourdies. Elle fixa Robert Klein, maintenu au sol, puis détourna le regard. « Ce n'est pas moi que vous devez regarder, murmura-t-elle. C'est la vérité que vous avez ignorée. » Derrière la vitre, Caleb pleurait, mais cette fois, d'espoir. Les sirènes de la prison hurlèrent. Une enquête d'urgence fut ordonnée. Et pour la première fois depuis le début de l'affaire, le système judiciaire américain venait d'admettre qu'il avait peut-être commis l'irréparable. La prison de Redwood n'avait jamais connu une telle agitation. Des avocats entraient en urgence, des téléphones sonnaient sans arrêt, et la nouvelle s'était déjà répandue au-delà des murs, une exécution avait été suspendue à la dernière seconde. Angela Brox fut placée dans une cellule isolée, non plus comme une condamnée à mort, mais comme une erreur potentielle du système. Ses poignets portèrent encore la marque des sangles. Son esprit, lui, restait étonnamment clair. Quelques heures plus tard, le procureur spécial James Holloway arriva. Un homme méthodique, réputé pour son absence d'émotion. « Madame Brox, dit-il en s'asseyant face à elle, si vous mentez, vous retournez sur cette chaise. » Angela soutint son regard. « Je n'ai jamais quitté la vérité, » répondit-elle calmement. Pendant ce temps, Robert Klein était interrogé dans une autre aile. La cicatrice sur son poignet avait été photographiée. Les images comparées aux rapports médicaux oubliés du dossier Hill. Et plus on creusait, plus les incohérences surgissaient. Un ancien policier à la retraite, Samuel Ortiz, fut convoqué. Il avait été le premier sur les lieux du crime. « On m'a demandé de ne pas insister », avoua-t-il d'une voix lasse. Le maire voulait une arrestation rapide. La ville avait besoin d'un coupable. Il révéla qu'un objet avait été retrouvé près du corps de Margaret Hill. Un bouton de manteau, arraché lors de la lutte. Ce bouton n'appartenait pas à Angela. Mais il avait mystérieusement disparu des scellés. Quand les enquêteurs fouillèrent le domicile de Robert Klein, ils trouvèrent un vieux manteau. Avec un bouton manquant. Daniel Whitmore sentit ses mains trembler en voyant les photos. « J'ai plaidé sans toutes les cartes, » murmura-t-il. « Je l'ai laissé tomber. » Sous la pression, Robert Klein craqua. « Elle m'avait reconnu, » cria-t-il durant l'interrogatoire. Elle allait appeler la police. Il avoua une dispute violente avec Margaret Hill au sujet d'un héritage et de dettes cachées. Quand elle avait menacé de tout révéler, il avait perdu le contrôle. Angela Brox n'était arrivée qu'après, alertée par un bruit étrange. Elle avait trouvé Margaret déjà morte. Mais dans une ville pressée de juger, la couleur de peau avait parlé avant les faits. 2 jours plus tard, une conférence de presse fut organisée. La journaliste Evelyn Carter, la voix tremblante, déclara devant les caméras. « Nous avons participé à une injustice historique. » Les images d'Angela, attachée à la chaise, firent le tour du pays. Des manifestations éclatèrent devant les tribunaux, les prisons, les mairies. Dans sa cellule, Angela reçut une visite inattendue, le directeur Jenkins. « Je vous dois la vie, » dit-il, incapable de la regarder droit dans les yeux. Angela répondit doucement. « Non, vous me devez la vérité. » La date d'un nouveau procès fut annoncée. Et pour la première fois depuis des années, Angela Brox osa espérer. Le nouveau procès d'Angela Brox s'ouvrit dans une salle comble du tribunal de Charleston Heights. Cette fois, les bancs n'étaient plus silencieux ni indifférents. Caméras, journalistes, défenseurs des droits civiques, toute l'Amérique regardait. Angela entra libre, sans chaîne. Elle portait une robe simple, bleu nuit. Ses épaules étaient droites, mais ses mains tremblaient légèrement. Au premier rang, Caleb, désormais autorisé à s'asseoir près d'elle, lui sourit timidement. Elle serra sa main comme si elle revenait d'un long exil. Le procureur James Holloway ouvrit la séance d'une voix grave. Ce tribunal n'est pas ici pour réparer le passé, mais pour dire la vérité. Les preuves s'enchaînèrent, implacables. Le bouton manquant. Les marques de défense.
La confession complète de Robert Klein, désormais inculpé pour meurtre avec préméditation. Les témoignages étouffés lors du premier procès. Quand Daniel Whitmore prit la parole pour la défense, sa voix se brisa. Nous avons condamné une femme parce qu'il était plus simple de la croire coupable que d'écouter. Angela fut appelée à la barre. Elle raconta cette nuit-là sans colère, sans haine. Comment elle avait aimé son travail. Comment elle avait trouvé Margaret Hill étendue sur le sol. Comment elle avait compris, trop tard, que la vérité n'avait pas de place quand on cherchait un coupable rapide. La salle pleurait en silence. Après 4 heures de délibération, le jury revint. Le président du jury, une femme noire cette fois, se leva. Angela Brooks, nous vous déclarons non coupable sur l'ensemble des charges. Un souffle immense traversa la salle. Caleb se leva et courut dans les bras de sa mère. Angela tomba à genoux, submergée, incapable de parler. Le juge frappa de son marteau. Madame Brooks, vous êtes libre. À la sortie du tribunal, une foule immense attendait. Des micros se tendirent vers Angela. Une journaliste demanda. Que diriez-vous au monde après ce que vous avez vécu? Angela regarda les caméras. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait gravé dans la pierre. Je n'ai pas été sauvée par un miracle. J'ai été sauvée parce que j'ai dit la vérité, au moment où il ne pouvait plus l'ignorer. Elle baissa les yeux vers son fils. Et parce qu'un enfant avait encore foi en sa mère. Des mois plus tard, la chaise électrique de Redwood fut mise hors service. Une commission nationale sur les erreurs judiciaires fut créée. Angela Brooks ne chercha jamais vengeance. Elle devint intervenante auprès de détenus condamnés à tort. Et chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle répétait toujours la même phrase. La justice n'est pas aveugle, elle apprend à voir quand quelqu'un ose parler.